Le dernier dimanche de juin, jour de mes 78 ans. Mon fils est arrivé dans la cour de la vieille ferme avec un ruban rouge noué autour du guidon d'une moto italienne flambant neuve. 42 000 €. Il l'a annoncé lui-même à voix haute. Les mains levées comme un présentateur de télévision, puis il s'est retourné vers le porche où je me tenais, a sorti de la poche arrière de son jean un petit sachet en papier craft de la boulangerie et me l'a tendu avec un sourire embarrassé. « Tiens, maman. Bon anniversaire !» J'ai ouvert le sachet devant tout le monde. À l'intérieur, un savon à la lavande. 2,50 €. Du type qu'on trouve empilé en pyramide à la caisse des supermarchés de village, la Manto. Elle était pour le beau-père, le père de ma belle-fille, un homme que mon fils connaît depuis 10 à 7 ans à peine. Contre 46 années de ma propre existence à côté de lui, ils étaient tous là. Dans la cour pavée, Camille, ma belle-fille, tenait son téléphone à bout de bras pour filmer l'instant. Les deux petits couraient autour de la bécane en hurlant de joie. Mon beau-père, ou plutôt le beau-père de mon fils, car je me perds moi-même dans ces appellations désormais, caressait le réservoir chromé d'une main lente, comme on caresse la croupe d'un cheval. Sa femme, la belle-mère de mon fils donc, gloussait, et moi, debout devant la porte de la maison, où j'ai tout enduré depuis 1974, je tenais un savon parfumé dans un sachet en papier froissé. Personne n'a pensé à chanter pour mon anniversaire. Personne n'a sorti de gâteau. Mon fils m'a embrassé rapidement sur la joue. Un baiser sec. Distrait, comme on valide une formalité administrative. Puis il est reparti vers la moto en criant « Allez, Bernard, tu veux l'essayer tout de suite. » Et Bernard, ce Bernard qui n'est rien pour moi, a enfourché l'engin en riant de son gros rire de retraité satisfait. Je suis rentrée dans la cuisine. J'ai posé le sachet sur la table en formica, à côté du panier de cerises que j'avais cueilli le matin même. Je me suis assise, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai compris que ce n'était pas un accident, pas une maladresse, pas un oubli. C'était une déclaration. Mon fils venait de dire à voix haute, devant 10 témoins et un téléphone qui filmait, que je ne comptais plus. Il m'appelle Henriette. J'ai grandi dans les Cévennes, dans une ferme au bout d'un chemin de terre que les gens du village appelaient le bout du monde. Mon père était fermier. Ma mère aussi. À 22 ans, j'ai épousé Lucien, un garçon du hameau voisin, honnête et tranquille, qui savait faire chanter une châtaigne sur la braise comme personne. Nous avons repris la ferme de mes parents. Nous avons élevé des chèvres, fait du fromage, vendu au marché de Saint-Jean-du-Gard tous les samedis pendant 40 ans. Notre fils Nicolas est né en 1978. Il a été notre seul enfant. Lucien est mort en 2011, d'un infarctus dans l'étable. Un matin de février où il neigeait, j'ai continué seule. 7 ans. J'ai tenu la ferme toute seule avant de la céder à un jeune couple de néo-ruraux qui voulait faire du chèvre bio. J'ai gardé la maison, le terrain attenant et la petite grange que Lucien et moi avions retapée, pierre par pierre, pour en faire un gîte. Ce gîte, je l'ai prêté à Nicolas et Camille, il y a 6 ans. Ils venaient de se marier. Camille voulait ouvrir une chambre d'hôte de luxe dans les Cévennes. Un concept qu'elle appelait « retraite holistique avec yoga », cuisine végétale, lithothérapie. Des choses dont je ne comprends pas la moitié des mots. Nicolas m'avait dit « Maman, tu nous aiderais tellement si tu nous laissais le gîte pendant qu'on démarre. On te reversera quelque chose quand ça tournera. » J'avais accepté, sans contrat, sans loyer, juste un accord verbal entre une mère et son fils. Je leur avais donné les clés et je n'avais plus jamais remis les pieds à l'intérieur.
6 ans plus tard, le gîte tournait à plein régime. Camille était devenue une petite célébrité sur les réseaux. Elle y recevait des Parisiens, des Lyonnais, des Genevois qui payaient 250 € la nuit pour dormir dans la grange que Lucien et moi avions sauvée des ronces. Nicolas gérait la partie administrative depuis un bureau à Nîmes. Ils avaient acheté une maison neuve en lotissement à Alès, une grosse allemande. Et maintenant une moto italienne pour le père de Camille, et moi, pour mes 78 ans. Un savon à la lavande. Avant de continuer, si vous écoutez cette histoire quelque part en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, ou plus loin encore, au Maghreb, en Afrique, laissez-moi savoir dans les commentaires d'où vous me parlez. Dites-moi aussi votre âge. Si vous le voulez bien, ces récits, je le sais, touchent surtout celles et ceux qui ont beaucoup donné sans jamais rien demander. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, un petit geste suffit. Cela aide énormément. Je suis restée assise dans la cuisine jusqu'à ce que le bruit de la moto s'éloigne sur la route départementale. Camille et les enfants sont partis ensuite en voiture. Nicolas est venu me voir avant de s'en aller. Il a passé la tête par l'embrasure de la porte et a dit « Maman, tu ne fais pas la tête. »« Hein, Bernard adore les motos. » Tu comprends? C'est une passion chez lui. Toi, tu n'aurais pas su quoi en faire. J'ai hoché la tête. Il est parti en sifflotant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai simplement regardé le plafond en écoutant le vent dans les châtaigniers. Et j'ai repensé à tout. À la manière dont Camille, depuis 6 ans, évite de prononcer le mot « belle-mère » quand elle parle de moi. Comme si ce lien la dégoûtait. À la manière dont Nicolas, chaque fois qu'il vient me voir, regarde sa montre au bout d'un quart d'heure. Au Noël où il passe chez les parents de Camille le 24 au soir, et chez moi, le 25 vers 15 heures. Entre 2 rendez-vous. Au jour où j'ai été hospitalisée pour une pneumonie, il y a 2 ans, et où Nicolas a envoyé Camille, parce qu'il avait une réunion importante. Camille est restée 7 minutes. Elle m'a laissé une boîte de clémentines, et elle est repartie, et à ce gîte que j'avais prêté à mon fils dans un élan d'amour, sans jamais formaliser quoi que ce soit. Parce que je croyais encore à la parole donnée entre familles. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Comme toujours. J'ai fait mon café. J'ai ouvert les volets. J'ai donné à manger aux poules. Puis je suis montée au grenier. Dans la vieille armoire en noyer qui appartenait à ma mère, il y a un coffret en fer. Dans ce coffret, tous les papiers importants de ma vie. L'acte de propriété de la maison, l'acte de propriété de la grange, l'acte de cession de la ferme au jeune couple, le testament de Lucien. Mon propre testament. Rédigé en 2012, dans lequel je léguais tout à Nicolas. J'ai tout étalé sur la grande table de la cuisine et j'ai relu chaque document, lentement, comme on relit une lettre d'amour qu'on n'avait plus ouverte depuis des années. L'acte de la grange était à mon nom, mon seul nom, Henriette Laurette. Veuve, Aubanel. Nicolas n'avait aucun droit dessus. Il avait juste la jouissance gratuite, verbale, révocable à tout moment. Ils avaient oublié, ou plutôt, ils n'avaient jamais voulu s'en souvenir. J'ai rangé les documents dans le coffret, je l'ai descendu à la cuisine, je l'ai glissé dans le buffet, derrière les pots de confiture de l'année dernière, et j'ai téléphoné à Maître Voisinet, le notaire du village, un homme de mon âge qui connaissait Lucien. Je lui ai demandé un rendez-vous pour la semaine suivante. Il m'a proposé le mercredi à 10 heures. J'ai accepté, en raccrochant. J'ai senti une chose étrange. Pas de la colère, pas de la tristesse. Une espèce de calme très dense.
comme celui qu'on ressent au bord d'un lac très profond à l'aube. Les jours suivants, Nicolas a envoyé 2 messages. « Maman, ça va. Tu veux qu'on passe dimanche avec les petits. » Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance. Par fatigue. Par manque de mots. Parce que toute réponse aurait été un mensonge. Et je ne voulais plus mentir. Même par politesse, le mercredi, je suis descendue au village en bus. J'ai mis ma robe bleue, celle que Lucien préférait, et j'ai noué mon fichu gris autour du cou. Chez Maître Voisinet, j'ai posé le coffret sur son bureau. Je lui ai tout expliqué, calmement, sans détour. La moto, les savons, le gîte prêté depuis 6 ans, l'anniversaire oublié, et je lui ai demandé quelles sont mes options. Il m'a regardé longuement par-dessus ses lunettes, puis il a dit, Henriette, tu peux reprendre possession de ce gîte dès demain si tu le veux. Tu n'as aucun document signé avec eux. C'est ta propriété pleine et entière. Tu peux leur envoyer une notification d'huissier leur donnant un préavis de 3 mois, qui est le minimum légal de courtoisie. Mais légalement, tu pourrais même réclamer moins. Or, j'ai demandé, et s'ils contestent, il a souri, ils ne peuvent pas. Ils n'ont aucun titre, aucun bail, aucun versement à produire. Ils sont occupants à titre gratuit, révocables. J'ai réfléchi quelques secondes. Et j'ai dit, faites la notification pour 3 mois. Je ne veux pas être mesquine. Mais je veux qu'ils sachent que c'est fini. N6. Il a pris note, puis il a ajouté, tu as aussi un testament à revoir. Je suppose, j'ai répondu. Oui, mais pas tout de suite. Je veux d'abord voir comment Nicolas réagit. Il a hoché la tête. Il m'a dit, prends ton temps. Le droit. Louis. Ne t'oubliera pas. Sender. Je suis rentrée à pied, en partie. Puis en bus, le long de la route, j'ai vu les châtaigniers commencer à déplier leurs feuilles vertes. Les genêts en fleurs jaunes, un faucon qui tournait dans le ciel, et je me suis dit voilà, j'ai 80 ans, bientôt. Je suis seule, mais je suis encore debout. Et personne, pas même mon fils, ne peut me voler cela. La notification est partie le vendredi, envoyée par huissier de justice, comme il se doit. 3 mois pour quitter les lieux, restituer les clés et laisser le bien dans l'état initial, compte tenu d'un usage raisonnable, le samedi matin, à 7h30, mon téléphone a sonné, c'était Nicolas. J'ai décroché à la 7e sonnerie. Sa voix était tendue, à la limite de trembler. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'huissier? On vient de recevoir un recommandé. »« Tu es devenue folle. » J'ai répondu calmement. « Non. Nicolas. Je suis devenue claire. » Et il y a eu un silence. Puis il a explosé. « Mais maman, on a investi dans ce gîte, Camille a mis toute son âme dedans. On a des réservations jusqu'en octobre. » J'ai dit, vous allez annuler vos réservations. Ou les honorer en 3 mois, à votre convenance. Mais c'est notre gagne-pain, non. Nicolas, c'est le mien. Vous avez juste utilisé le mien pendant 6 ans. Hand de verre, il a crié. Il a dit des choses que je ne répéterai pas. Il m'a traité de jalouse. Taïchri. Ti de vieille. Il a dit que Camille allait être détruite. J'ai écouté jusqu'au bout. Puis j'ai dit, Nicolas, tu m'as offert un savon pour mes 78 ans et une moto de 42 000 € à Bernard. Tu as fait un choix, je fais le mien. Et j'ai raccroché. 2 heures plus tard, la voiture s'est garée devant la maison. Nicolas et Camille. Ils sont descendus tous les deux. En visage pâle. Lèvres serrées. Camille avait pleuré. Je l'ai vu tout de suite aux yeux rouges. Nicolas est entré le premier. Sans frapper,
Il a posé le recommandé sur la table. Il a dit « Maman, on va parler calmement ?» J'ai répondu « Je t'écoute ?» Hazwan. Camille s'est assise en face de moi. Elle a pris ma main. Un geste qu'elle n'avait jamais eu en 6 ans. Elle a commencé à parler d'une voix douce. Trop douce. « Henriette, je ne savais pas que l'anniversaire de l'autre jour vous avait tant blessé. Nicolas est maladroit. Vous le connaissez. Mais on vous aime. On tient à vous. Le gîte, c'est notre projet de vie. Vous ne pouvez pas nous faire ça. » Elle parlait avec la voix qu'elle prend sur ses vidéos. Une voix calme, articulée. Pour apprise dans je ne sais quel stage de communication. J'ai retiré ma main doucement. J'ai dit « Camille, en 6 ans, vous m'avez invité 3 fois dans ce gîte. Et les 3 fois, c'était parce qu'un client s'était désisté à la dernière minute et que vous ne saviez pas quoi faire de la chambre. » Elle a rougi. Elle n'a rien répondu. Nicolas a pris la parole. Il a proposé un loyer. Il a proposé 2 000 € par mois. J'ai souri. Nicolas, tu crois que c'est une question d'argent? Il a proposé 3 000, puis 4. J'ai levé la main pour qu'il s'arrête. Et j'ai dit la chose que j'avais préparée dans ma tête toute la semaine. Je l'avais tournée et retournée. Et elle sortait enfin. Pour Claire. Tranquille. Définitive. Cette grange. Nicolas. Ton père et moi l'avons retapée à la main pendant 4 ans. Pierre par pierre. Nous avons dormi dedans sur des matelas par terre les week-ends pendant que nous scions les poutres. Lucien s'est cassé 2 côtes en tombant d'une échelle en 1998. Il est resté 3 mois sans pouvoir monter les fromages au marché. Et j'ai dû le faire toute seule. Cette grange, mon fils, n'est pas un gîte. C'est un tombeau de sueur. Et tu t'en sers depuis 6 ans sans avoir jamais posé ta main sur une seule pierre. In 12. Camille regardait ses genoux. Nicolas regardait la table. J'ai continué. Tu as choisi d'offrir à Bernard une moto qui vaut plus que ce que ton père et moi avons gagné en 10 ans de marché. Très bien. C'est ton choix d'homme adulte. Mais n'attends pas que je continue à te prêter ma grange pendant que tu fais ces choix-là. Ce serait me manquer de respect une 2e fois. Oh Max, il a essayé de dire quelque chose. Je l'ai coupé. 3 mois. C'est ce que la loi prévoit. C'est ce que je vous donne. Après, la grange revient à moi. Et ce que j'en ferai, c'est mon affaire. Oh, ils sont partis sans dire au revoir. La portière a claqué. La voiture est descendue le chemin en soulevant de la poussière. Je suis restée assise à la table de la cuisine. J'ai bu mon thé, qui était froid. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je respirais à plein poumon. Les 3 mois ont été étranges. Les premières semaines, ni Nicolas ni Camille n'ont donné signe de vie. Puis, au milieu du 2e mois, Camille a commencé à m'envoyer des messages doux, des photos des enfants, des recettes de confiture, des petites attentions qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Je les lisais sans répondre. Ce n'était plus de la froideur de ma part. C'était du silence thérapeutique. Je guérissais. Et ma guérison ne passait plus par eux. Nicolas est venu une fois. Seul. Au milieu d'un après-midi, il s'est assis dans la cour sur le banc sous le tilleul. Il n'est pas entré dans la maison. Il a juste attendu que je sorte. Quand je suis sortie, il a dit « Maman ». Je ne sais pas quoi dire. Je me suis assise à côté de lui. Nous avons regardé les poules gratter la terre. Au bout d'un long moment, j'ai dit, parfois, « Nicolas ». Le silence en dit plus que les paroles. « Et toi, tu as été silencieux sur moi pendant très longtemps. » Aïe, il a pleuré. Discrètement. Il a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Il a dit «
J'ai tellement peur que tu meures avant que j'aie réparé tout ça. J'ai répondu, moi aussi. J'ai eu peur. Peur de mourir sans que tu me voies. Maintenant, je n'ai plus peur. Parce que voir ou ne pas voir, ça ne dépend plus de moi. Et 16. Il est resté 1 heure. Il n'a plus parlé du gîte. Il n'a plus rien demandé. Quando est parti. Il m'a embrassé le front. C'était la première fois depuis l'enfance. À la fin du 3e mois, les clés m'ont été rendues. Nicolas les a posées sur la table sans un mot. Camille n'était pas là. Il a dit « Le gîte est vide. On a tout rangé. » J'ai hoché la tête. Il est parti. Je suis entrée dans la grange le lendemain matin, 6 ans que je n'y avais pas remis les pieds. J'ai retrouvé les poutres que Lucien avait poncées lui-même, les tomates qu'il avait posées un été où il faisait 40 degrés, la cheminée qu'il avait montée en pierre sèche, et qui fumait un peu au début parce qu'il s'était trompé dans l'angle du conduit. Nous en avions tellement ri, j'ai passé la main sur tout, et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de retrouvailles. Quelques semaines plus tard, je suis retournée chez Maître Voisinet. J'ai changé mon testament. J'ai légué la maison à une cousine éloignée qui m'a toujours envoyé une carte à Noël. Fidèlement, pendant 50 ans, j'ai légué la grange à une association qui héberge des mères isolées des Cévennes. Celle qui fuit un mari violent avec un enfant sous le bras. Je connais la fondatrice. Elle a 40 ans. Elle porte le même regard que moi à son âge. Pour Nicolas, j'ai prévu une enveloppe. Pas d'argent. Une lettre. Elle sera ouverte à ma mort. J'y ai écrit tout ce que je n'ai pas eu le temps de lui dire. Les choses belles et les choses moins belles. Je lui raconte la fois où il avait 5 ans et où il avait ramassé une marguerite pour moi dans le pré en criant « Maman !» C'est pour toi, parce que tu es la plus belle du monde. Je lui raconte aussi la moto et le savon. Je lui dis que je l'ai aimé jusqu'au dernier jour et que c'est justement parce que je l'ai aimé que j'ai dû, un jour, cesser de me laisser piétiner. L'hiver est venu. Nicolas a téléphoné pour Noël. Il m'a demandé s'il pouvait venir avec les enfants. J'ai dit oui. Ils sont venus le 24 au soir, pas le 25 à 15 heures. Ils sont restés 2 jours. Camille m'a apporté un livre de cuisine régionale. Les enfants ont dormi dans mon lit pendant que je dormais sur le canapé. Au matin, le plus petit est venu me voir en pyjama. Il m'a dit « Mamie, pourquoi tu ne viens jamais chez nous ?» J'ai souri. « Ja, Edith, parce que chez moi, c'est mieux pour toi. » And Gry. Au printemps, l'association a commencé à préparer le gîte pour y installer 2 mères et leurs enfants. Je les ai accueillis moi-même. Un matin de mai, une femme de 32 ans et sa fille de 6, une autre de 29 avec un petit garçon de 2 ans. Elle ne savait pas quoi dire. Elle regardait le jardin, les châtaigniers, comme si elle découvrait une autre planète. J'ai préparé du café, j'ai sorti des biscuits, j'ai dit à la petite fille « les poules ». Elle s'appelle Lucette. Colette et Suzette. Tu peux leur donner à manger si tu veux. Elle a souri. Sa mère a pleuré. Ce soir-là, assise sous le tilleul, j'ai écouté les rires des enfants dans la grange et j'ai pensé à Lucien. J'ai pensé que s'il était là, il aurait tapé du poing sur la table en disant « Henriette, tu as eu raison », parce que Lucien, malgré sa douceur, n'a jamais supporté l'ingratitude. Il disait toujours « On peut tout pardonner sauf le mépris ». Le mépris, c'est ce qui vous enlève votre propre visage. Also, le dernier dimanche de juin est revenu, 1 an exactement, mes 79 ans, je me suis levée à 6 heures. Comme d'habitude, j'ai fait mon café. J'ai ouvert les volets. L'air sentait le foin coupé et les fleurs d'aubépine. Je me suis assise sur le banc sous le tilleul avec ma tasse. À 10 heures, une voiture est entrée dans la cour.
Nicolas. Seul, il portait une chemise blanche. Il tenait dans les bras un grand paquet mal emballé, avec du papier kraft et une ficelle. Comme on emballait les choses dans mon enfance, il s'est approché, il a posé le paquet sur mes genoux sans rien dire. Je l'ai ouvert lentement. C'était une photo encadrée. Une photo de Lucien et moi. Le jour de notre mariage, en 1974, je ne savais pas qu'elle existait encore. Je la croyais perdue. Nicolas l'avait retrouvée chez une vieille tante, restaurée, encadrée. Au dos du cadre, il avait écrit à la main « Pour ma mère, pour avoir été ce que tu as été et ce que tu es encore. » I too, j'ai levé les yeux vers lui. Il était debout, les mains dans les poches. Incapable de parler, j'ai hoché la tête. J'ai dit « Merci ». Mon fils, il a dit « Tu me pardonnes ?» J'ai réfléchi, puis j'ai répondu « Je ne sais pas si pardonner est le bon mot, mais je t'aime. Cela n'a jamais cessé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, je m'aime aussi. Et tcha, tu dois l'accepter. » Although, il a hoché la tête, il s'est assis à côté de moi sur le banc. Nous n'avons plus parlé. Nous avons regardé les enfants de l'association courir dans le pré, là-bas, en basse. Au bout d'une heure, il est reparti. Il a dit « Je reviendrai le mois prochain. Si tu veux bien. » J'ai dit « Je veux bien. » End quote. Le soir, j'ai accroché la photo au-dessus de la cheminée. Lucien et moi, 26 ans. La vie entière devant nous. J'ai pris mon cahier, celui où j'écris depuis 50 ans, et j'ai noté « Aujourd'hui, j'ai reçu le plus beau cadeau de ma vie. » Ce n'était ni une moto, ni un savon. C'était le regard de mon fils enfin posé sur moi. End of quote. Et puis j'ai fermé le cahier. J'ai soufflé la bougie. Et je me suis endormie, seule dans mon lit. Dans cette maison qui est la mienne, avec le cœur si calme, que je me suis demandé une seconde si c'était encore le mien. Si cette histoire a trouvé un écho dans votre vie, laissez-moi un mot dans les commentaires. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Et regardez la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Elle raconte une histoire qui commence comme la mienne, mais qui se termine d'une manière que personne n'avait vu venir.